Les controverses de RCJ, une émission d'Alain Bentolila, proposée avec la Fondation du judaïsme français. 01 53 59 47 47. Bonjour, ravi de vous retrouver, toujours fidèle à cette émission des controverses qui essaye de ne rien cacher, de ne rien se cacher, d'essayer toujours d'analyser les choses dans la complexité de leur réalité. Aujourd'hui, je reçois Henri Guénaud, pour qui j'ai beaucoup d'amitié et d'estime, et nous allons discuter de tout, et notamment de son dernier livre, qui s'appelle « À la 7e fois, les murailles tombèrent ». C'est chez Fayard, je crois. Non, c'est aux éditions du Rocher. Pardon, j'ai une sur le Rocher. Mon Dieu. Pardon, Henri. Et c'est le dernier vers du poème de Hugo, dans Les Châtiments, et ça fait référence à cet épisode qui nous est conté dans la Bible, dans le livre de Josué. Je vous en lis quelques lignes pour resituer un petit peu cette allégorie. C'est Dieu qui parle à Josué et il lui dit « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 7 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors, la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera, chacun devant soi. Henri, vous avez choisi ce titre, et ça n'est pas pour rien, pour un livre qui assez militant, hein, d'hommes de conviction, et qui effectivement dit tout n'est pas si simple, les choses ne sont pas noires et blancs, il faut avoir une vision plus nuancée des choses. Le doute est fertile. Pourquoi ce titre d'abord? Pourquoi ce titre et qu'est-ce que le livre nous dit et comment vous commentez finalement cet épisode de la Bible? Alors, d'abord, bonjour Alain Bentolila. Merci de votre invitation. Je suis ravi d'avoir l'occasion de discuter à nouveau avec vous. Alors, le titre doit plus au poème de Victor Hugo qui raconte cet épisode qu'à la Bible elle-même. Je m'explique. Victor Hugo décrit cet épisode en expliquant que tous les jours, du premier jour jusqu'au dernier, le roi d'abord, et puis à tour de rôle, les différentes composantes de la population viennent sur les remparts énormes, très solides, se moquer de ces gens qui font le tour de la ville avec l'Arche d'Alliance et puis les trompettes. Il dit d'ailleurs au début, le roi vient sur sa tour de granit, et le roi rit sur sa tour de granit, et puis le 6e jour, on revient, rit sur sa tour de granit, et le 7e, les murailles tombèrent. Et pour moi, c'était au-delà même de la signification biblique et religieuse de la force de la foi, c'est aussi la métaphore au fond de cette idée que ça peut pas nous arriver. Vous voyez tout ça. Les murailles vont pas tomber. Voilà. Ces murailles, c'est quoi pour nous au fond? Ces murailles, ce sont les murailles de la civilisation, de la culture.
au fond, ce qui nous sépare de tout ce que nous avons construit en nous pour essayer de ne pas redevenir des animaux, de ne pas redevenir sauvages, de ne pas nous entretuer. Et nous pensons qu'au fond, rien ne peut les détruire. Donc ça ne peut pas nous arriver. Voilà. Tout ce qui est arrivé aux générations précédentes ne peut pas nous arriver. D'ailleurs, le roi ou les responsables de cette vraie personne viennent tous les jours sur sa tour de granit et rit de tout ce qui arrive. Tout ça ne peut pas arriver. La guerre peut pas arriver, la guerre civile peut pas arriver, la misère peut pas arriver, les pandémies ne peuvent pas arriver. Rappelez-vous, enfin, rien de ce qui est arrivé aux générations précédentes ou à l'humanité depuis l'aube de l'humanité ne peut nous arriver. Les murailles tiendront. Voilà, nous sommes là, solides sur nos murailles, à rire. Jamais plus là. Même Jamais si plus, on sait que c'est arrivé. Mais bien sûr. Même si on sait que c'est arrivé. On sait que c'est arrivé, mais nous avons une extraordinaire, dans notre époque, une extraordinaire forme d'orgueil, d'hubris, diraient les Grecs, qui nous incite à penser que nous sommes un commencement, que nous n'avons rien à apprendre de tout ce qui s'est passé. D'ailleurs, nous ne l'apprenons plus. Je sais que c'est un sujet qui vous est cher, mais nous n'apprenons plus. Sous prétexte que l'histoire, d'abord que l'histoire ne se répète pas. On a oublié que si l'histoire ne se répétait pas, les hommes, eux, se répétaient, et que l'histoire nous apprend cela, comme la littérature, d'ailleurs, nous apprend ce qu'est notre nature. Mais nous n'avons rien à apprendre parce que notre nature, au fond, aurait totalement changé. Nous aurions vécu une mutation anthropologique extraordinaire qui ferait que nous sommes tellement meilleurs que nos prédécesseurs, tellement plus savants, tellement plus intelligents, tellement plus moraux aussi, que ça ne nous arrivera pas. Et à force de penser ça, évidemment, nous avons affaibli nos murailles intérieures, nous avons affaibli toutes les digues qui empêchent la sauvagerie de sortir et qui, tant bien que mal, parce que ça ne marche pas toujours, mais tant bien que mal, essayent de canaliser la violence et la sauvagerie de l'homme. Voilà. Donc dans toutes ces dimensions. Donc, on a laissé s'effondrer l'école en disant mais non, tout va bien, regardez, ça peut pas arriver, elle est là, solide, ça marche, jusqu'au dernier moment, ça marche bien, regardez, enfin, ça n'a jamais aussi bien marché. Quand on disait de la violence à l'école, on vous disait, regardez les chiffres, il n'y a pas de violence, puis jusqu'au jour où il n'y a eu pas de vague. Fin du 19e, voilà. 50% d'illettrés, aujourd'hui, d'analphabètes, aujourd'hui un peu moins de 0,5% d'analphabètes. L'école a réussi. Oui, bien sûr, mais voilà. Et toute personne qui critiquait c'est entre le complotiste ou l'obscurantiste. C'est vrai pour l'école, c'est vrai pour tout, c'est vrai pour la santé, c'est vrai pour... Voilà, la régression est totale et l'échec est manifeste, c'est-à-dire nous sommes confrontés... alors ça n'est pas propre à la France, c'est propre à mon sens à tout l'Occident. Nous sommes confrontés à une profonde crise de civilisation, à une profonde crise de la démocratie, telle qu'on n'en a pas connue depuis l'entre-deux-guerres. Voilà, c'est pas la première fois que ça nous arrive. Mais nous le faisons avec une inconscience, nous l'affrontons avec une inconscience totale. Encore une fois, ça ne peut pas nous arriver. Enfin, je reviens sur la pandémie, ça ne pouvait plus arriver qu'à des sociétés primitives. Voilà, enfin primitives ou en tout cas sous-développées aux yeux de l'Occident. Ailleurs en tout cas. Voilà, ailleurs, la guerre, ça n'arrive plus. Quelques opérations extérieures que du haut de son orgueil, l'Occident engagé pour mettre de l'ordre, son ordre dans le monde, mais imaginez un instant que nous aurions la guerre de 14 aux portes de l'Europe était inimaginable. Voilà, donc il y avait eu des guerres, mais elles étaient loin. C'était pas. Tout est ainsi. Voilà, tout est ainsi avec cette extra. Enfin, moi, ce qui est un peu le fond de ce que j'essaye de dire, c'est la prise de conscience que j'aimerais voir survenir chez la plupart de ceux qui prétendent appartenir à l'élite et qui décident pour les autres. C'est
c'est la disparition, plus encore que du doute, hein, du dilemme tragique. Voilà, ça peut pas nous arriver, il y a pas de problème, nous avons raison, et nous avons la morale pour nous. Nous sommes le bien qui combat le mal, nous n'avons aucune question à nous poser, jamais. Voilà, jamais. Je me souviens d'un passage de Kundera, je rappelle quelque part dans mon livre, où il dit j'ai assisté un jour à une représentation d'Antigone, et c'était extraordinaire. Il dit Créon était devenu un dictateur, Antigone une victime de la dictature. On avait fait disparaître le tragique. Le tragique, c'est ce que dit Camus à propos d'Antigone. Il dit Antigone a raison et Créon n'a pas tort. C'est-à-dire que c'est deux légitimités qui s'affrontent, hein, et devant lequel la conscience se déchire. Voilà, c'est la vraie morale, c'est celle-là qui oblige à se poser des questions, à prendre des positions. Et ça a disparu pour une vision totalement manichéenne du monde et de l'homme, qui nous conduit à la catastrophe. Enfin, pour résumer, en gros, c'est que, au fond, des crises comme celle que nous vivons, dont tout le monde n'a pas encore conscience, puisque ça ne peut pas nous arriver, hein, voilà, sont des crises qui commencent toujours par la défaillance intellectuelle et morale. Toujours. Et que toute tentative pour les aborder qui ne part pas de cette défaillance intellectuelle et morale, de cette crise intellectuelle et morale, est vouée à l'échec. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à faire partager à beaucoup de gens. Quand vous dites la crise intellectuelle et morale, ça n'est pas le mal pensant. Ça n'est pas le fait de penser mal. Ah non, c'est le fait de ne pas penser du tout. C'est ça. C'est très important, parce qu'aujourd'hui, on va dire, ah oui, bien sûr, il y a une crise morale, parce qu'il y en a qui pensent mal. Oui, mais la morale la vraie morale, notamment la morale de la politique, la morale de l'action, la morale de Kant, c'est pas le bien contre le mal, c'est pas la bonne conscience. Voilà, c'est le cas de conscience, c'est le déchirement de la conscience, c'est Léon Blum devant la guerre d'Espagne qui est déchiré, tout en lui le pousse à intervenir, et beaucoup de choses vont l'empêcher d'intervenir parce que ça n'est pas si simple, parce qu'il y a d'autres arguments. Là, il y a l'alliance anglaise, il y a le risque d'une guerre généralisée, voilà, et il finit par ne pas intervenir. Alors on dira c'est une lâcheté. Quelqu'un m'a dit un jour, un philosophe sur un plateau m'a dit, mais il l'a regretté toute sa vie. Et j'ai répondu heureusement. Mais c'est ça la morale. La morale, c'est qu'on décide dans le déchirement de la conscience, dans le cas de conscience, et on le fait avec un sentiment profond de culpabilité. Hein. Et s'il n'y a pas ce sentiment de culpabilité... C'est ce que vous appelez... il n'y a pas de morale. Le tragique, c'est-à-dire cette capacité de voir les choses dans leur opposition, dans leur différence, dans leur complexité. Et finalement, le choix n'est jamais un choix glorieux. Hein, ça n'est jamais un choix... Jamais un choix innocent. Voilà. C'est jamais un choix innocent. On choisit en sachant qu'on aurait pu faire un autre choix, qu'on aurait peut-être dû faire un autre choix. Alors, les exemples aujourd'hui, on les a encore sous les yeux. Hein. La guerre qui est aux portes de l'Europe, quasiment en Europe, hein, et qui est effectivement qui pose des questions à tous. Hein, cette guerre d'Ukraine où effectivement, si notre choix n'était guidé que par la, entre guillemets, justice, hein, il est clair qu'on sait qui agresse et qui est agressé. Oui, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que quand on est en face de la vraie question n'est pas de savoir qui est l'agresseur et l'agressé. La vraie question est de savoir comment on fait pour ne pas passer notre temps à nous entretuer.
hein, pour ne pas faire des millions de victimes innocentes, pour ne pas prendre ce risque. Régis Debray dit quelque part une chose très, très, très juste dans son petit livre sur De Gaulle, il y a quelques décennies. Il dit « L'homme d'État est celui qui veut les conséquences de ce qu'il veut ». Je dirais que c'est aussi le problème de chaque homme, d'ailleurs, vouloir les conséquences, parce que les deux dimensions, au fond, de la tragédie telle que les Grecs nous l'ont enseigné, c'est à la fois ce dilemme tragique, hein, et puis c'est l'engrenage. C'est-à-dire, une fois qu'on a décidé, cela va avoir des conséquences qui vont elles-mêmes avoir des conséquences. Il y a un enchaînement de causalité qui nous mène, enfin, qu'on voit de façon terrible et extrême dans le déclenchement des guerres et dans le déroulement des guerres. Voilà, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne maîtrise plus une fois qu'on a enclenché ça. Et cette question, elle doit être posée au moment de la décision, c'est l'ultime choix qui va entraîner tout cela. Et cette décision est très personnelle. C'est-à-dire, ça n'est pas une décision de clan. Ça n'est pas une décision de groupe. Voilà, ça n'est pas une décision d'affidé à certaines choses. C'est une décision personnelle. C'est ce que nous dit Kant quand il reprend Horace et qu'il dit sapere aude, ce qui veut dire, apprends à penser par toi-même, apprends à le discernement, et ce discernement rejoint, je fais ce rapprochement parce que cette idée cette façon de voir les choses que nous propose Kant, c'est bien cette idée finalement que on chemine et on doit cheminer parfois dans l'obscurité, en tâtonnant, dans le déchirement, dans cette idée que peut-être est-ce que je me trompe, mais que finalement je prends la décision. Et l'intérêt de ce que vous dites, Henri, ici, et de ce que vous avez écrit, c'est justement cette idée que il ne faut pas se laisser porter par une espèce de certitude fondée sur le bien et le mal. On sait on a conscience du bien et du mal, mais en tout cas, on avance avec toujours cette idée que ce que vous appeliez tout à l'heure, tout choix a des conséquences. Et quand on choisit aussi les conséquences. Oui, on choisit aussi les conséquences. Et là, au fond, la liberté humaine, elle se déploie, et la vie humaine, dans cet entre-deux du bien et du mal, cette zone grise où le bien et le mal se mélangent. Solzhenitsyn dit quelque part aussi, si le mal était tout le mal était dans quelqu'un et qu'il suffisait de l'éliminer pour éliminer le mal, ce serait tellement simple. Mais voilà, c'est pas si simple. Voilà, c'est pas si simple. C'est-à-dire que nous ne pouvons jamais, dans l'exercice de notre liberté humaine, nous ne pouvons jamais nous débarrasser de notre responsabilité. Quelle que soit la décision que nous allons prendre une responsabilité. Voilà. Alors ça peut nous paraître très loin de ce qui se passe autour de nous, de toute la crise que nous traversons, de nos institutions qui se détraquent. Je pense qu'on est en plein dedans. Je pense qu'en réalité, voilà, tout ça, si on ne prend pas la question de cette façon, on n'a aucune chance de pouvoir répondre humainement et moralement et intelligemment à ce genre de crise que nous ne sommes pas sûrs de maîtriser, mais que nous devons essayer. La morale, c'est d'essayer par tous les moyens. Et si nous ne commençons pas par les moyens de la pensée et de la conscience, alors nous n'avons aucune chance. C'est un monde, nous traversons, comme toujours dans ces crises, une période où la conscience s'évapore. La conscience, voilà. Eh bien, au-dessus de tout, il y a la conscience humaine, il y a ma conscience. Si ma conscience ne me dit plus rien, si je ne l'interroge plus, je fabrique un monde sans conscience. Mais c'est ce qu'il y a de pire. Voilà, de pire, parce que plus rien ne vaut rien en réalité.
Voilà, ça c'est le contraire de la morale, c'est le manichéisme. Enfin, c'est cette idée, voilà, il y a le bien et le mal, donc chacun pensant que l'autre est le mal et soi-même le bien. Et le logement de chacun Voilà, dans et le donc camp on du tombe bien dans et dans les- le camp du mal. Absolument, et on tombe dans l'affrontement ce qu'on pourrait appeler des absolus. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais. Mais les absolus conduisent à l'absolu massacre, enfin à l'absolue destruction de l'autre, puisque c'est un absolu, puisque j'ai absolument raison, puisque j'ai la vérité absolue. Et tout doute sur cet absolu nous positionne dans le camp des méchants et des mauvais. Ah mais bien sûr, mais voilà, et des deux côtés d'ailleurs. Donc Et des deux donc côtés, c'est un engrenage évidemment. terrible. Si personne n'arrête cet engrenage, on va à la catastrophe. Enfin, encore une fois, on va dans un monde où il n'y a plus de conscience. Le monde où il n'y a plus de conscience, c'est un monde où il n'y a plus de morale et plus d'intelligence. Puisque refuse le recul. Hein, voilà. Mais Camus dit, il y a une très jolie formule. Il dit nous avons besoin d'une philosophie des limites. La limite. Alors, il y a un épisode que je répète sans arrêt, parce qu'à mon âge, on se répète beaucoup. Mais oui, parce qu'une fois qu'on a trouvé une idée, après de longs tâtonnements qui vous paraît éclairer la condition humaine. Cette impression-là, j'ai la même. C'est-à-dire qu'arrivé à un certain moment, on n'a plus d'idées vraiment nouvelles, mais on pétrit les idées sur lesquelles on continue à travailler sans cesse. Oui, parce que finalement, elles vous apparaissent, et notamment, enfin, il y a des intelligences qui vous apportent une petite lumière, et on se rend compte qu'elle éclaire beaucoup de choses. Donc moi, il y a une chose qui me paraît, qui m'a beaucoup frappé chez Camus en particulier, c'est Caligula, la pièce de Camus. C'est le début de Caligula. Donc, alors je vais me répéter, tant pis pour ceux qui l'ont déjà entendu. Au début de la pièce, Caligula vient de perdre sa sœur, donc il est désespéré. Alors, on ne sait pas trop quel était le genre de rapport qu'il avait avec sa sœur, tout ça reste un peu... Mais il est absolument désespéré. Arrive un conseiller. Il lui dit, César, il faut que je te parle. Caligula lui dit, non mais... c'est pas le moment. C'est pas le moment, moi je viens de perdre ma sœur, en gros, tu me déranges, quoi, c'est pas... Et le conseiller insiste, et finit par lui dire, mais César, ce dont je veux te parler, c'est la chose la plus importante au monde. Alors il s'arrête, Caligula s'arrête, enfin, et il dit, bon, tu veux me parler du trésor, c'est ça? Il dit, oui César, parce qu'on a besoin d'argent, enfin, Et alors je résume, hein, Caligula dit, alors j'ai une idée pour le trésor. On va demander à tous les citoyens de l'Empire d'établir un testament en faveur de l'État. Et puis comme on a besoin d'argent de façon régulière, chaque année on en exécutera une partie, et ça remplira le trésor public. Alors, le conseiller est un peu effaré, quand même César, il dit, mais, alors là encore je résume, hein, mais tu m'as bien dit que le trésor, c'est la chose la plus importante au monde. Donc, c'est plus important que la vie humaine. Maintenant, vous allez vivre selon la logique. Vous allez voir, vous allez souffrir. La logique, vous savez, l'innocente logique, la logique, c'est normal la logique. Allez au bout de la logique. C'est quoi de plus naturel? Quoi de plus évident? Aller au bout de la logique. Eh bien, même la logique doit avoir une limite, c'est-à-dire il ne faut jamais pousser tout jusqu'au bout de sa logique, sinon on fait comme Caligula, c'est parfaitement résumé cette idée de Camus, il nous faut une philosophie des limites. C'est ça. Voilà, c'est ne pas se mettre de limites, c'est aller vers les plus grands crimes, vers les voilà. Ce que vous dites là, je ne voulais pas en parler, mais finalement ça me paraît tellement important, ce qui se passe aujourd'hui en Israël et cette guerre qui se continue et qui se poursuit est un exemple tragique de ce que vous dites là, c'est-à-dire cette idée qu'il n'y a pas de limite, que quand on est dans le bon camp, il n'y a plus de limite.
que finalement, le mal, on peut, n'a pas de limite de victime. C'est-à-dire, lutter contre le mal signifie qu'il n'y a plus de victimes, qu'il n'y a plus de limite à la cruauté et à la douleur. Mmh. Et que quand on a cette idée dans deux camps, on ne voit plus la fin qui permettrait effectivement d'entrevoir quelque chose d'autre, c'est-à-dire quelque chose qui ne serait pas justement cette haine et qui engendre le meurtre, qui engendre la vengeance, qui engendre le meurtre, qui engendre la vengeance. Oui, mais c'est très. Je ne sais pas si vous avez Si, envie de parler de ça, bon, mais moi je veux bien en parler. Alors, je pense alors il faut pas mélanger le fond du conflit israélo-palestinien et puis l'épisode actuel, même si évidemment ils ont des liens. La première chose sur le conflit israélo-palestinien, je comprends que chacun dans sa souffrance et dans sa douleur considère que sa cause est la meilleure, mais pour moi, c'est une tragédie au vrai sens du terme. C'est une tragédie antique, c'est-à-dire qu'il y a deux légitimités qui s'affrontent et il n'y a pas d'issue dans aucun catéchisme, dans aucune morale. Voilà, il n'y a d'issue que dans le déchirement de la conscience et ce que les uns et les autres finiront ou pas par accepter comme sacrifice d'une partie de leurs aspirations. Bon. C'est une tragédie. Voilà, c'est pas un drame où il y a le bien contre le mal, chacun considérant qu'évidemment l'autre est le mal. C'est une tragédie. C'est une tragédie dont moi je ne vois pas d'autre issue que celle des deux États. Alors on me répondra que on ne sait pas comment y arriver, que je ne sais pas comment y arriver. Je sais une chose, c'est parce que c'est une tragédie, c'est qu'il n'y a pas d'autre issue que celle-là et qu'il faudra bien y arriver et il faut continuer à chercher et à faire des efforts pour y parvenir. Alors c'est ce qui est arrivé à ceux qui ont essayé de trouver des solutions, que ce soit Sadat ou Begin. Voilà. Bon. Ça, c'est la première chose. Après, il y a ce qui s'est passé. Bon, alors ce qui s'est passé, là aussi, en force de ne pas voir l'histoire, on finit par raconter un peu n'importe quoi. Le Hamas, qu'on le veuille ou non, c'est l'héritier de ce courant qui a été dominé par le grand mufti de Jérusalem dans les années 30, 40 et même 50. Courant profondément antisémite. Donc le but n'est pas de trouver une solution, une issue à la tragédie, enfin une solution, même dans le déchirement, il n'y a pas de déchirement, il n'y a pas de déchirement de l'âme, c'est de faire disparaître les Juifs de Palestine, et si possible de si possible d'ailleurs aussi. Voilà, parce qu'on a pendant des années, il faut se souvenir, un certain nombre d'historiens ont fait ce travail. Le grand mufti de Jérusalem a été l'allié d'Hitler. Hitler lui a offert une radio à Berlin qui a inondé de propagande antisémite tout le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord pendant des années. Ça a laissé des traces profondes. Donc, le Hamas, c'est ça, c'est l'héritier de ce courant-là. Bon. Dans l'épisode que nous vivons, le Hamas a fait un choix qui est cynique, très cynique et très intelligent en réalité. C'est-à-dire que le Hamas a compris ce que nous ne voulons pas comprendre, nous ne voulons plus comprendre, c'est les mécanismes, les ressorts les plus profonds de la nature humaine, du fait que dans chacun de nous, il y a de la violence, et que la violence est un engrenage. Voilà. Donc, en poussant la violence au paroxysme dans le 7 octobre, 7 octobre, encore une fois, c'est quelque chose qui ne pouvait pas arriver. C'était les jeunes gens qui dansaient à 4 km ou 3 km de Gaza, ça ne pouvait pas leur arriver. C'était impensable. Ils avaient même oublié 2000 ans de persécution. Les murs ne pouvaient pas tomber.
ne pouvaient pas tomber. Ils avaient, encore une fois, même oublié les 2000 ans de persécution. C'était de l'histoire ancienne. Bon, ça leur a sauté à la figure. Mais moi, je pense que le Hamas est allé tellement loin dans le massacre pour provoquer. Parce que la nature humaine appelle, ce qui s'appelle dans la nature humaine la vengeance, c'est-à-dire, c'est brusquement. Alors il y a des calculs aussi politiques, mais je ne vais pas revenir là-dessus. Mais la vengeance, parce qu'ils savaient que cette vengeance serait brutale, serait sauvage, et que elle mettrait en péril les fondements moraux de l'État d'Israël. C'est-à-dire qu'Israël, dans cette affaire, évidemment, abîme ça plaira peut-être pas à certains, mais il abîme son capital moral qui est pour lui essentiel. Le peuple qui a subi l'exode, le peuple qui a subi la Shoah, le peuple qui a subi 2000 ans de persécution dans le monde et en particulier en Occident, qui est devenu la figure du bouc émissaire pendant des millénaires. Ce peuple-là, il ne peut pas, sans dommage terrible, pour l'État d'Israël, abîmer, fragiliser son capital moral. Bon, voilà, et là, il s'abîme parce que dans l'engrenage de la violence, on ne maîtrise plus cet engrenage. Donc la décision de bombarder Gaza avec 2,2 millions d'habitants dans un petit espace, elle a cette conséquence-là, parce qu'on a nié, on s'est pas arrêté sur le dilemme tragique, voyez, et ça va très loin. Moi, l'épisode là de la foule qui a attaqué en convoi parce qu'elle est affamée. Vous savez, une foule affamée, quelle que soit son origine, sa religion, elle devient folle parce que la faim, c'est terrible. Et ça, depuis toujours, même au XXIe siècle, ça produit de ces effets-là. Bon, quand le mouvement de foule s'est dirigé vers le poste de garde avec ses soldats, il y a des soldats qui ont tiré. Si vous aviez demandé à ces soldats, à ces jeunes gens, 2 jours avant, s'ils étaient prêts à tirer sur une foule désarmée, ils auraient dit non. Mais ils auraient dit non en toute bonne foi. Et même si on leur avait dit, et si on vous donne l'ordre, je ne suis pas sûr qu'ils auraient dit que j'obéis à un tel ordre. Et ils l'ont fait parce que la peur, l'engrenage de la peur et de la violence conduit à ça. Et si nous ne réfléchissons pas à ce à quoi conduisent les engrenages que nous créons, alors nous n'avons pas de conscience. Voilà, ça peut conduire à ça, comme ça conduit pendant la guerre. Churchill, qui au début de la guerre dit nous faisons la guerre aux militaires et pas aux civils. Ensuite, a bombardé avec l'accord et avec le soutien de Roosevelt, bombarder les villes allemandes pour casser le moral des Allemands. Ouais. Et il faut se souvenir de Dresde, pour prendre qu'une, c'est en une nuit, entre 40 et 80 000 morts, brûlés vifs à la bombe incendiaire. Il faut se souvenir du bombardement de Tokyo, 100 000 morts. Hiroshima. Et puis ensuite, Hiroshima et Nagasaki. Bien sûr. Oui, mais même avant ça, voilà, et pourtant, on peut dire que c'était par rapport à Hitler, qui est vraiment le mal absolu, si on peut dire. C'était bien le camp du bien qu'il a fait, avec des gens qui n'auraient jamais pensé faire ça. Voilà, pensé faire ça. Alors, en revanche, Truman qui va casser le moral des... À tort ou à raison, mais c'est ça le tragique, à tort ou à raison. C'est tragique. Au moment de la guerre de Corée, va avoir une réaction... comme d'ailleurs Kennedy au moment de la crise des fusées de Cuba, qui tient compte vraiment, enfin, où on sent le poids du tragique. Hein. Quand MacArthur veut attaquer la Chine parce qu'elle envoie des volontaires, pas sous l'uniforme chinois, mais des masses de volontaires, et que ça repousse les armées américaines en Corée, il veut attaquer la Chine, il veut même l'attaquer avec des bombes nucléaires en pleine guerre froide, et Truman s'y oppose et va même limoger MacArthur. Et il en va de même pour Kennedy et Khrouchtchev. Au moment de la crise des fusées de Cuba, ils ont tous les deux des entourages qui veulent en découdre, qui veulent aller au bout pour qu'il n'y ait rien de tragique. En face, c'est le mal. Bon, donc il n'y a rien de tragique. Et eux vont avoir cette conscience du tragique. Eux vont négocier en secret plutôt que pour éviter
une tension et une guerre nucléaire, parce on est au bord de la guerre nucléaire. Il y a il le aussi dira d'ailleurs, Kennedy. le sens de l'humain, parce que Kennedy le dira l'année d'après à l'université de Washington. Il fera un grand discours sur la tragédie ce qui peut y avoir de extrêmement dangereux et qu'il faut éviter à tout prix de mettre en tension trop forte des puissances nucléaires. Voilà, c'est une leçon dont on pourrait se souvenir. Et à l'époque, il s'est fait aussi agonir d'injures par un tas de gens qui avaient avec les mêmes mots que ceux qu'on entend aujourd'hui. Mais oui, mais cette idée du tragique veut dire aussi, si tu veux, pardon, on se tutoie en général. Ça signifie aussi que on se parle, c'est-à-dire qu'on réussisse à se parler malgré tout. Si on ne se parle plus, alors l'autre perd son humanité, et là il ne reste plus que la violence. Et je pense à cet épisode où Anwar el-Sadat fait le trajet de l'Égypte jusqu'à Jérusalem. Il va à la Knesset, il parle aux députés israéliens en arabe, et les députés israéliens lui répondent en hébreu. Chacun parlant la langue de l'autre, chacun ouvrant son territoire à l'autre. Ils se disent des choses terribles. Ils ne se racontent pas des histoires, ils ne s'aiment pas, mais ils retrouvent cette vertu du verbe qui est de parler en priorité à celui que l'on n'aime pas. Ça, c'est une des choses qui fait partie justement de ce que vous appelez le dilemme tragique. C'est-à-dire qu'il faut parler, franchir la distance en sachant que cette distance, elle est difficile, elle est compliquée, mais qu'on fait le pari du verbe plutôt que celui du massacre. Et évidemment, Sadat le paye de sa vie parce que les autres, ceux qui le tuent, savent le danger que le verbe ferait courir à leur cause. C'est-à-dire qu'ils savent très bien que le verbe constitue l'arme justement qui permet de réfléchir, de relativiser, de se poser des questions, de voir le pour et le contre, de choisir en toute lucidité, en sachant, comme vous le disiez tout à l'heure, les conséquences de ses choix. Begin le paiera aussi de sa vie. C'était les hommes du verbe. Aujourd'hui, il n'y a plus. Aujourd'hui, la violence est muette. Oui, alors vous voyez, la morale, elle est double. C'est d'abord, l'un et l'autre, peut-être encore plus Sadat d'ailleurs, savaient qu'ils risquaient leur vie. Évidemment. Donc, c'est un choix tragique. Est-ce que je risque ma vie et il savait qu'il y avait un risque. Bien sûr. Le discours de Sadat est un très, très beau discours. Il prend le risque d'aller jusqu'à Jérusalem. Physiquement, il se déplace. Quand le roi de Jordanie, le grand-père de l'actuel, était allé rencontrer un Israélien à Jérusalem, il a été tué par un fanatique musulman. Voilà. Et donc, en faisant ce chemin, il sait qu'il risque sa vie. C'est pas force, c'est pas qu'il va mourir, mais en tout cas, il sait qu'il la risque. Et la deuxième chose qui est très importante, c'est que dans cette volonté d'engager le dialogue, c'est-à-dire de parler à celui ou qu'on n'aime pas, ou en tout cas avec lequel on a eu un conflit sanglant. Ouais. Voilà, il y a deux choses. Il y a l'espèce de certitude que ce qu'il faut éviter, c'est de passer son temps à s'entretuer, voilà, qu'à un moment donné, et même si on pense qu'on était dans le juste, dans le vrai, dans la raison, il faut arrêter de faire couler le sang, sinon il ne s'arrête pas de couler. Parce que la vengeance entraîne la vengeance, voilà, et c'est sans fin. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Et deuxièmement, il faut la volonté, non pas d'épouser le point de vue de l'autre, mais de comprendre ce qui peut y avoir dans la tête de l'autre.
Voilà. Comprendre. Comprendre, encore une fois, ne veut pas dire adopter son point de vue, ne veut pas dire lui donner raison. Mais comprendre. Si vous ne comprenez pas ce qu'il y a dans la tête de l'autre, il n'y a pas de dialogue possible. Et s'il n'y a pas de dialogue possible, eh bien, il n'y a plus que l'affrontement sanglant. Voilà, il n'y a plus que la destruction de l'autre, plus que la violence à l'état brut. Et moi, je reste frappé par le fait que cette idée de se mettre à la place, cette volonté de se mettre à la place de l'autre, est quelque chose qui est devenu aujourd'hui presque inexistant. Que ce soit dans les grands problèmes du monde, ou dans les grands conflits, ou que ce soit dans les tout petits conflits ou des petits problèmes de la société. Mais vous voyez, on comprend bien que pourquoi le verbe est l'ennemi justement de ces certitudes absolues, de ces décisions qui ne voient rien d'autre. Alors le verbe de la conversation. Le verbe de la conversation. De l'échange, parce que le verbe le verbe unilatéral, le verbe de l'échange, pas le verbe de l'exhortation, non, le verbe de l'échange. Et ce verbe, fondamentalement, il se fonde sur des conventions arbitraires, des règles. Et ces règles sont la garantie de pouvoir parler à celui que je n'aime pas. Pour moi, linguiste, c'est intéressant de se dire finalement, le verbe est fait de telle façon que quand je parle à celui que j'aime, que je connais depuis 50 ans, avec lequel je partage tout, les choses vont sans dire et les règles ne sont pas très importantes. Quelques mots lancés nous permettent de communiquer facilement. Mais lorsque l'autre est quelqu'un que je connais mal, qui ne pense pas comme moi, qui ne croit pas dans les mêmes choses que moi, alors les règles prennent toute leur valeur et toute leur force, parce que c'est ce qui me permet d'être compris au plus juste de mes intentions par quelqu'un qui pense différemment de moi. Et nous vivons aujourd'hui un moment où justement cette question des règles est battue en brèche, où finalement on se dit bon, allez, chacun parle comme il veut, chacun écrit comme bon lui semble, les écarts ne sont pas importants, les règles ne sont là que pour stigmatiser les plus faibles. Alors que ces règles, elles nous rassemblent, elles nous permettent de dépasser et d'élucider nos divergences. Et ça c'est, je pense que ce que vous appeliez la notion du tragique et qui fait écho chez moi avec ce que j'appelle moi cette capacité de partager au-delà de la connivence. Alors, pour ça, c'est très important parce que ça nous renvoie une fois de plus à la question de la nature humaine et de ce que les hommes ont construit pour essayer d'en canaliser la violence. La violence intrinsèque, voilà. Il y a une bête dans l'homme, c'est pas nouveau. Voilà, et elle ne meurt pas, et elle ne mourra pas. On peut essayer de la canaliser. La langue et les règles du langage, ce que certains linguistes appellent les structures invisibles du langage, qui sont des structures invisibles de la pensée, mais qui sont là, qui nous renvoient à la nature humaine. C'est une façon de les canaliser. C'est une de ces murailles qu'on construit pour canaliser la violence. Et quand ces murailles s'effritent, qu'on les affaiblit volontairement, eh bien, on prend le risque de la violence, cette violence qui, quand elle sort, finit par tout dévorer. Alors, on dit pas des petits écarts. Le problème des petits écarts, c'est qu'au début, ils sont petits, et puis que d'écart en écart, de petit écart à petit écart par rapport au précédent petit écart, on finit par avoir de très grands écarts. Et donc, par ne plus pouvoir se comprendre, par ne plus pouvoir exprimer à l'autre son sentiment, par ne plus même pouvoir exprimer pour soi-même. Parce que mettre la pensée dans des mots,
dans des phrases, c'est un effort très important et c'est un effort salutaire. C'est-à-dire que ça permet d'extérioriser sa pensée, ça permet de la préciser, ça permet de se comprendre soi-même. Bon, Mm. et après d'essayer de comprendre, ou de parler à l'autre, ou de faire comprendre à l'autre ce qu'on est. Et donc, toutes ces attaques contre la langue, toutes ces inepties qui consistent à dire parlez comme vous voulez, il n'y a pas de règles, c'est pas. Voilà, c'est exactement la même chose que tout ce qui contribue, les institutions, les institutions, le droit, la diplomatie, l'école en général, Oui. voilà, tout ce qui essaye par tous les moyens, encore une fois, de canaliser cette violence, et donc la destruction volontaire aujourd'hui Ouais. de la langue, y compris par ceux qui sont chargés normalement de la protéger, eh bien est une catastrophe. C'est une de ces murailles qui s'effondre, dont on continue à nous expliquer que c'est pas grave, ça n'arrivera pas de toute façon. Et regardez la violence qui monte dans la société, et regardez dans cette violence la part qu'occupent ceux qui n'arrivent plus à s'exprimer parce que leur langue est devenue totalement désarticulée, parce que non seulement plus personne ne les comprend, mais eux-mêmes n'arrivent même plus à exprimer leurs sentiments. Tu sais, la défaite de la langue, c'est la défaite de la pensée. Absolument, c'est une des versions de la défaite de la pensée. C'est vraiment là que les choses deviennent inquiétantes, parce que à partir du moment où c'est une question de syntaxe, mais c'est plus encore une question de rhétorique. C'est-à-dire, c'est cette capacité, non pas simplement de dire qui fait quoi, où et comment, mais bien plutôt de dire le mais, de dire le pourquoi, de dire les conséquences, de faire des concessions. C'est-à-dire cette pensée argumentative qui, justement, est la pensée du tragique. Parce que c'est cette langue de l'argumentation qui nous permet de voir les choses sous différents jours, de les comparer, de voir à quel point le choix est difficile, et pourtant, on choisira, mais en toute connaissance. C'est cette langue-là, cette langue de l'argumentation, cette langue de la logique, hein, qui permet effectivement le raisonnement, le discernement, etc., qui est en train que l'école néglige de façon absolument épouvantable. Actuellement, la grammaire n'est plus enseignée, mais ça n'est pas un propos de vieux nostalgique qui dit oh mon Dieu comme c'était bien avant, il y avait de la grammaire. Non, c'est pas ça. C'est que je pense que je le redis, la défaite de la langue, c'est la défaite de la pensée. Quand on ne cultive pas sa langue, comme on cultive un champ pour nourrir les siens, alors on va se retrouver dans une situation d'extrême difficulté. La première anicroche venue va devenir mortelle. Oui. Ah oui, puisque on ne peut plus interagir avec l'autre que par la violence dans ce cas. Au fond, la langue, elle est au cœur de l'altérité. Et si vous voulez, et s'il n'y a pas d'altérité, il n'y a plus de vie possible avec les autres en réalité. Voilà, il n'y a plus de progression pour soi-même. Parce que l'altérité, c'est aussi ce qui vous permet de progresser, d'évoluer, de vous dépasser, de dépasser vos instincts aussi. Voilà. Et puis, il n'y a plus de rapport possible, de rapport pacifique à l'autre. Voilà, il n'y a plus que l'affrontement. Il y a une mère d'élèves qui me disait il n'y a pas longtemps, quand mon fils me raconte quelque chose et que je ne comprends pas, est-ce que je dois lui dire que je ne l'ai pas compris? Et je lui dis, mais évidemment, madame, vous devez. Mais elle me dit, mais est-ce que ça ne va pas le bloquer? Et je lui ai répondu, il n'y a rien de pire pour un enfant que de lui faire croire qu'on l'a compris quand on ne l'a pas compris. Ça signifie que l'autre n'existe pas, et que sa parole ne compte pas. Et cette idée
que j'essaye de défendre difficilement aujourd'hui à l'école, qui est cette idée du franchissement, cette idée de l'ambition de dépasser le banal, de dépasser l'évidence finalement. Mmh. Parce que la langue est faite aussi pour dépasser, elle est faite pour franchir la Mmh. distance, elle est faite aussi pour dépasser l'évidence. Donc voilà, on me fait signe que nous sommes arrivés au bout. C'est passé à une vitesse folle, Henri, mais ça tient à votre talent Et au et au vôtre. plaisir que nous avons à discuter ensemble. Ouais. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup de votre accueil.